Bonsoir, bonsoir. Donc, bienvenue à la finale de la saison 1 de la Tablée des femmes. Je suis votre animatrice, Jordana La Rochelle. Et je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont supportés dans la communauté ou dans les autres communautés. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse. Donc, bien sûr, pour terminer cette saison, j'ai une liste de panélistes que je vais vous présenter ce soir. Donc, Jessica. Hey, hey, Andrew, Keisha, woo, woo. Bert, yes, 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 yes. Tamar, et Alex, yes, yes, whoop, 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 whoop. Donc, bienvenue à la finale de la Tablée des femmes, yeah, woohoo, let's toast to that. Yes, 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 oh, merci beaucoup. Alors, ça va bien? Yes, yes, yes. Donc, on a plusieurs sujets qu'on va discuter ce soir. C'est le fun. Puis, on a invité des hommes, excusez, pas les garçons, des hommes qui vont venir parler des sujets avec nous. Mettre un peu plus de piquant parce qu'on a eu beaucoup de commentaires pendant la saison. Il y a des hommes qui étaient comme on aimerait ça entendre un peu la version des hommes. Alors on a dit on va faire une finale où ce qu'on va les deux sexes partager un peu sur les sujets. Donc la première partie, nous avons deux parties dans la finale. La première partie, on va se concentrer sur des épisodes, des commentaires que les invités et les animatrices l'animatrice et co-animatrice ont fait durant l'épisode. Donc là, la première question que je dis, que pensez-vous? Qu'en pensez-vous à l'épisode 2, partie 1? Est-ce facile de date en tant que femme? L'animatrice Jordana, les co-animatrices Keisha, Tamar, Jessica et l'invité Andrew se demandaient est-ce que le passé négatif d'une femme peut vous empêcher de la date, fréquenter et même de la considérer comme un futur potentiel amoureux? Donc, que pensez-vous de cela? Ah, bon, ça commence, c'est chaud. Écoute, moi, je pense que pour de vrai, non, ça ne devrait pas être quelque chose qu'on devrait mettre sur la table. Du fait que notre passé fait la personne de qui on est. Puis je pense que ça nous aide à grandir, ça a fait la personne, vraiment, ça a fait la personne qui... Montre ton micro, Je parle pas assez fort encore, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que notre passé fait notre présent et ça nous aide à avancer dans la vie. Je pense qu'en connaissant le passé de la personne avec qui on était, en connaissant notre passé à nous, ça va nous permettre de fonder une meilleure base pour la personne avec qui on va vouloir former cette vie-là, en fait. On recherche des coéquipiers et coéquipières pour pouvoir fonder une famille, pouvoir fonder une vie. Puis je pense que de mieux savoir, de mieux connaître les personnes avec qui on est, de connaître leur passé, je pense pas que ça soit un défaut. Je pense plus que ça va nous amener à pouvoir mieux avancer dans le temps. Yes, super. Ouais. Alors, moi, j'adore avec qu'est-ce que Bert dit. Qu'est-ce que je pourrais ajouter, c'est que ça dépend si la personne a fait la paix avec son passé. Alors, si la personne a accepté son passé, elle laisse son passé derrière, elle se concentre sur le présent pour peaufiner son futur, oui. Mais si elle vit encore présentement dans le passé, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment être en paix, se pardonner, se concentrer sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour mieux améliorer et surtout juste se dire que là, on est dans le présent. Alors, quoi faire pour changer la chose, changer la donne, pour mieux se donner? C'est comme ça que je vois la chose. Si je peux rajouter à ça, je vais y aller avant toi. Je pense que le passé ne définit pas une personne, selon moi. Donc, c'est important justement que, en tant que personne mature, comme Bert l'a dit, on puisse avancer ensemble. Si la personne a fait la paix avec son passé. Et puis, je pense que le passé, c'est digne d'une expérience. Donc, quand on dit expérience, ça fait en sorte que la personne, elle sort grandie de tout ça. Donc, elle peut justement amener à ce que ces expériences puissent être positives dans son cheminement, justement, et pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant, justement. Non, écoute, je pense que pas mal tout a été dit déjà, mais pour de vrai, je vais rajouter que c'est très important quand même de mettre les cartes sur la table. Je pense que c'est important que si ton passé est quelque chose qui pourrait affecter ton futur, de quand même le divulguer à la personne pour savoir dans quoi elle s'embarque.
est-ce qu'elle est d'accord avec ça aussi? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'ont pas nécessairement la maturité d'accepter le passé d'une autre personne. Après ça, la pression sociale peut jouer un facteur dans l'évolution de la relation. Donc, c'est juste important de savoir avec qui on est en affaire et savoir si on est d'accord avec ça. Mais je ne pense pas que le passé devrait être un facteur parce que si la personne a évolué de son passé, a vraiment fait la paix avec son passé, comme vous avez dit, et qu'elle a vraiment grandi de tout ça, de chaque côté, alors là, c'est là où les deux personnes peuvent avancer vers un but commun. Parce qu'en fait, la journée qu'on se met en relation avec quelqu'un, c'est comme il a dit, de bâtir une famille, fonder une vie. Et puis, mais c'est juste quand même bien important de savoir avec qui on est en affaires et est-ce qu'on est d'accord avec ça, comme ça, il n'y a pas des surprises qui peuvent survenir dans le futur, justement. Bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Alex a dit. C'est très important d'être upfront dès le début aussi par rapport à si certaines choses de notre passé peuvent affecter notre relation, c'est de le dire d'emblée. Puis vice-versa, la personne qui reçoit cette information-là, ben c'est important pour elle aussi de l'accepter puis de deal avec ça, de pas lui ramener genre quelques mois plus tard, oh oui, je savais que tu faisais telle affaire ou tu étais de telle manière ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment d'être en paix avec ça aussi puis d'aller de l'avant dans le fond. Super. Andrew? Exact. Tout a été dit. Puis si je peux juste rajouter quelque chose, ce serait important que nous, en tant que personne, comme on a dit, on accepte notre passé et on décide d'avancer avec ça, parce que ce serait quand même un peu irréaliste de demander à quelqu'un d'embarquer dans notre vision si nous-mêmes, on n'est pas sûr de où est-ce qu'on s'en va et qu'on accepte, parce que c'est pas juste de enfouir ça en arrière et faire comme si rien n'est arrivé. C'est arrivé, accepte-le. Qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Comment tu peux grandir de ça? Et l'important, c'est d'être en paix avec toi-même. Que les personnes ne veulent pas être dans ta vie à cause de ton passé, c'est correct. Parce que le passé est passé, tu peux bâtir ton avenir, faire en sorte que les choses soient meilleures. Et c'est tout. Ben, tu sais, c'est fun parce qu'on le voit que vous avez eu une certaine expérience de vie qui vous permet de répondre comme ça. Parce que c'est pas comme ça. Des fois, je rencontre des gens, des hommes, puis ils sont avec quelqu'un, puis dès qu'il y a une petite chicane, ils sont déjà en train de ramener le passé. Ah, tu te rappelles pas dans le temps, excusez l'expression, t'étais une bousin. Et puis là, ils continuent. Non, il faut dire les vraies affaires, vous le savez. C'est ça qu'ils disent. Pas vrai, messieurs? Là, fait que là, toi, tu es frustré parce que tu dis, ben, on s'est mis en couple, tu m'aimes, mais dès qu'il y a une chicane, tu ramènes ça. Fait que c'est un peu plate, mais qu'est-ce que vous voulez dire pour les hommes qui font ça? Parce qu'on a encore quelques minutes avant que je pose la prochaine question. Les hommes qui décident comme de revenir sur le passé malgré qu'ils sont avec la copine, puis là, ça fait 2-3 ans. Hein, puis la traite de salope. Let's go. Moi, ce que j'aurais dit, si tu n'es pas capable d'handle, sois juste pas avec la personne. That's it, that's all. C'est comme si tu prends... Non, mais c'est vrai, puis quand on parle de bagage, on parle pas nécessairement de bagage sexuel. C'est la même chose aussi. Tu es avec une femme qui a déjà un enfant. Elle vient avec l'enfant, elle vient avec son ex. C'est des choses avec lesquelles que tu dois deal. Et que si tu n'es pas capable d'handle, bye-bye. Lorsqu'on parle de pression sociale, c'est souvent la pression des pairs, la pression des gens qui nous regardent. Avec les réseaux sociaux, présentement, on vit beaucoup cette pression-là. Et j'ai l'impression qu'on doit se revirer, vraiment nous regarder soi-même. Je veux dire, il faut être capable de se regarder soi-même, regarder dans sa cour avant de regarder dans la cour de l'autre. Souvent, chez nous, les hommes, nous qui sommes ces talons, qui allons et parcourir... nous qui allons parcourir ces champs et trouver ces juments parce que nous sommes des étalons. Donc, il faut arrêter de regarder dans la cour des autres. Il faut arrêter de regarder dans la cour des autres et se dire « Ah, mais elle, c'est une salope. » Parce que nous, souvent, on l'a été, nous aussi. Puis, oui, c'est vrai, souvent, on l'a été, nous aussi. Tu comprends? Puis, de par là, vu qu'on l'a été, il faut arrêter de mettre ça sur le dos de la personne et regarder aussi, nous, notre passé, pour pouvoir aller mieux de l'avant. Et c'est exactement le point que je voulais amener. Si je peux donner une tranche de vie personnelle, et je ne suis pas gêné de le dire, de le partager avec vous, parce qu'un jour, on m'a appris que la seule manière que tu peux permettre à d'autres personnes d'être libres et de s'ouvrir à toi, c'est toi de t'ouvrir et de te mettre dans une position de vulnérabilité. Et pourquoi je veux dire ça, c'est que en tant que jeune père, ok, avant, ce qui se passait, c'est que tout était centré sur moi, dans le sens que je n'avais pas confiance en moi. L'insécurité allait faire en sorte que j'allais projeter ça sur
ma copine. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas elle le problème. Le problème est à l'intérieur de moi. Et tant que je ne le réglais pas, oh bébé, t'es le plus beau. Oh merci. Est-ce qu'elle le pense pour de vrai? Mais est-ce qu'elle va trouver un autre gars plus beau que moi? Mais pourquoi elle est avec moi? Est-ce que vraiment tout ce qu'elle dit de moi, elle le pense? Mais si j'avais confiance en moi dès le départ, tout ça, il n'y aurait pas eu de problème parce que ses paroles matchaient ses actions. Mais dans mon cœur, je n'étais pas certain de qui j'étais en tant que personne. Alors, je ne pouvais pas accepter ce qu'elle avait pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Écoute, bon, c'est sûr, certains, peut-être, j'ai moins de vécu, là, je sais pas, là, mais... parce que vous avez pas... Quand elle a mentionné, effectivement, que le bagage des enfants, ça, c'est quelque chose que je me suis toujours dit que je me serais jamais mis dans cette position-là, nécessairement, parce que je me connais. Mais en même temps, plus je prends de l'âge tranquillement, c'est des situations qui pourraient arriver. Et ça prend une maturité pour pouvoir gérer une situation comme celle-là. Donc, j'ai jamais été dans cette position-là encore. Mais je peux comprendre qu'il y a une certaine, peut-être vous êtes peut-être plus vieux, là, je sais pas, mais ça prend une certaine maturité. Comme il faut vraiment une maturité hors pair. Ou sinon, si moi j'ai mon propre bagage, j'ai des enfants déjà, puis je rencontre quelqu'un avec des enfants, c'est moins pire. Mais moi, vu que j'ai pas d'enfants, si j'étais pour me retrouver dans cette position-là, honnêtement, là, je sais pas comment je réagirais. Mais en même temps, c'est correct. C'est aussi de la maturité de reconnaître que tu n'es pas capable d'indulter. Tu comprends ce que je veux dire? L'affaire, c'est qu'il faut juste se connaître en tant que personne. Puis si tu sais que ça dépasse tes limites, ça dépasse ce que tu es capable d'indulter, mais c'est correct aussi. La même affaire, si tu n'es pas capable d'accepter le passé sexuel d'une fille, ses enfants ou quoi que ce soit, mais retire-toi. Exact. Thank you, guys. On est déjà rendu à la deuxième question. Ça va être chaud. Je l'aime. Je veux savoir vraiment vos opinions, messieurs. C'est l'épisode 4, la partie 1. Pourquoi les femmes pensent que les hommes ne savent pas communiquer? L'animatrice Jordana, les co-animatrices Kesha, Tamar et l'invité Berthe ont une différente opinion au niveau de la communication avec le partenaire au niveau message texte. Donc, pensez-vous que de communiquer avec son partenaire par texte est aussi bon que de façon verbale, par téléphone ou de face à face? Tu sais, on parle vraiment de régler un conflit. Non, je réponds tout de suite non. OK. Pourquoi? Parce que au niveau des messages textes, il y a beaucoup d'interprétations. Et tu sais, on peut le voir. Juste parler avec quelqu'un par texte, déjà, si tu écris quelque chose, par exemple en majuscule, automatiquement, tu vas penser que la personne est fâchée. Mais pourtant, pas du tout. Tu sais, j'écris en majuscule juste pour écrire en majuscule. Donc, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de perceptions aussi au niveau des messages textes. Donc, régler un conflit par message texte, je trouve que c'est immature, selon moi. Mets tes guts, puis parle-moi, pardon. Non, moi, je veux que ça soit face à face. Parce que c'est pas parce qu'il y a les téléphones aujourd'hui que tout se fait par téléphone. Moi, je trouve que c'est manquer de confiance. C'est trop facile d'aller vers le téléphone et régler quelque chose. On s'assoit ensemble, on est deux adultes, on est capable de communiquer ensemble et on règle les choses tout simplement. Moi, je pense que c'est un problème qui vient de la nouvelle génération, beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, je suis un dinosaure, je pourrais le dire. J'ai 36 ans. Puis, je pense que nous, à cet âge-là, on règle les affaires à l'ancienne. On va se parler, on va essayer de se rencontrer pour pouvoir discuter, mettre les choses sur la table. Je pense que les gens manquent de colonne vertébrale. Moi, c'est quelque chose que je pense beaucoup. Ils manquent de colonne vertébrale parce que être capable de regarder dans les yeux quelqu'un et de voir ses émotions, c'est difficile pour plusieurs personnes. D'être capable de faire face au fait de dire à la personne « Je ne t'aime plus, tu ne fais plus mon affaire ». Il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus dans notre couple, mais de dire ça vis-à-vis, dans le visage de quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de gens qui sont plus capables de faire ce genre de choses-là. Il dit, je pense qu'on devrait retourner un peu à l'ancienne manière de faire et d'être capable de s'assumer, de regarder la personne dans les yeux et de dire les vraies choses. Non. Non, mais peut-être que je suis un dinosaure aussi, parce que j'ai peut-être pas ton âge, là, mais à 27 ans, moi, je pense que c'est quelque chose à faire. Si jamais il y a une situation quelconque qui me dérange, je suis le genre d'individu qui va se déplacer pour pouvoir avoir une conversation en personne. Parce qu'il y a beaucoup de... Même quand on se parle en personne, le non-verbal dit beaucoup aussi.
Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en considération. À travers texte, comme elle a dit, il y a beaucoup qui laissent à être interprété. Moi, je peux interpréter d'une certaine façon, mais toi, tu le disais d'une autre façon. Donc, c'est toujours mieux d'essayer de régler en personne. Même si les gens, des fois, ont de la difficulté ou des fois ont peur de la réaction des gens, c'est toujours mieux d'être en personne, de voir comment la personne réagit live, versus, par exemple, laisser le temps à la personne de réfléchir. Elle répond 3-4 heures plus tard, puis toi, tu es énervé, donc c'est vraiment mieux de juste comme s'asseoir comme des adultes, et puis peut-être par-dessus un verre de vin comme aujourd'hui, ou bien tout simplement mais avoir une bonne conversation, puis de tout mettre sur table comme ça, on passe à autre chose après la conversation. Versus, par exemple, faire ça par message texte et laisser ça, ça peut passer une journée au complet là, pour rien. Donc, en tout cas, ça c'est mon avis, là. Moi, par rapport à ça, pour être honnête avec vous, ça ne fait pas longtemps que j'ai mis en pratique des techniques pour mieux communiquer. Okay. Parce que pour moi, ça a toujours été plus facile de communiquer à l'écrit ou sur une musique que verbalement, face à face avec quelqu'un. Et ça, c'est pour n'importe quel genre de situation. Donc, être capable de dire, regarde comment je me sens par rapport à ça, sans nécessairement accuser l'autre personne, mais dire, telle chose s'est passée, j'ai pas aimé, je me suis senti de telle manière. Donc, mettre de l'avant comment je me sens, parler au jeu et pas pointer du doigt, ça, c'est toutes des choses que j'ai dû apprendre avec le temps. Et si on m'aurait dit avant, toi, tu sais pas communiquer, maintenant, je suis d'accord, mais avant, je ne le comprenais pas. Donc, maintenant, je comprends que communiquer, c'est très important parce que, comme on a dit depuis tout à l'heure, laisser place à l'interprétation. Non, il faut mettre les choses au clair, comme on dit, les points sur les i, les barres sous les t. C'est ça. Je vais vraiment qu'Isha prenne le micro parce que je connais son opinion là-dessus. Je sais que c'est différent de la vôtre. Ça va peut-être faire un débat. So, get ready. Moi, je suis ready à prendre tout le feu qui vient avec ma réponse. Je suis ready. Je me souviens de l'épisode, justement, on avait un débat. C'est ça, ces deux-là avaient un gros débat, fait que les opinions étaient différentes. Là. Ce que je veux dire, vous parlez d'interprétation, de l'interprétation, tu peux en faire même quand tu parles face à face avec quelqu'un. La manière que tu reçois un message, peu importe le médium que tu l'as pour le recevoir, tu peux en faire ton interprétation. Ce que je disais par rapport à l'émission, cette journée-là, il y a certaines... Ça ne veut pas dire que ça s'applique à moi, là, OK? Mais pour professionnellement parlant, moi, je suis intervenante psychosociale. Il y a des clients qui me viennent, qui ont des problématiques avec un proche, puis ils ne savent pas comment le dire, ou ils ont essayé de le faire de manière verbale ou quoi que ce soit. Fait que des alternatives, des fois, ça peut être l'écriture. Des fois, ça peut être c'est niaiseux, là, mais des fois, ça peut être genre juste d'exprimer quelque chose à travers un autre médium. Parce que la personne, des fois, c'est justement parce qu'il y a un trop plein d'émotions. Des fois, il y a... C'est pas tout le monde non plus qui est capable de communiquer de manière adéquatement, puis ils le font d'un autre médium qui est plus accessible et facile pour eux autres. Et je pense pas non plus que ça a nécessairement à voir avec la maturité, mais ça peut avoir avec genre l'expérience de vie en général. Si chez toi, par exemple, on t'a jamais laissé l'espace pour parler, admettons, tes parents t'ont jamais éduqué dans le sens de dire ce que tu pensais, puis c'est difficile pour toi de juste step up et dire ce que tu penses. En même temps aussi, je pense que c'est toujours important de faire un retour par rapport à qu'est-ce qui s'est dit par écrit, qu'est-ce qui s'est dit par texte, dans le sens que si je prends le temps, admettons, d'écrire une lettre pour une personne, mais c'est de faire un retour avec la personne. Qu'est-ce que toi, tu as compris de la lettre? Qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit et de le véhiculer? La communication, c'est pas juste verbal. Il y a plein d'autres manières. Il peut y avoir aussi, même en conversant avec quelqu'un, juste parce que tu m'as regardé d'une certaine manière ou tu as eu une certaine intonation de voix, ben ça fait en sorte que, bon, tu m'as manqué de respect ou bien je veux plus te parler ou whatever, puis les choses escaladent. C'est dans ce sens-là que je dis, des fois, je ne dis pas que c'est le style de communication à prioriser, mais des fois, ça peut régler certaines choses. Ça peut juste dire, OK, mais j'ai pris le temps à tête reposée de lire le texte de la personne, puis je suis comme, OK, là, maintenant, je l'ai lu, qu'est-ce qu'elle m'a dit, puis je comprends. Mais quand je parlais au téléphone avec elle 30 minutes avant, elle me faisait chier, genre. C'est dans ce sens-là que je... Mais moi, je vais prendre un petit 2 minutes pour clarifier certaines choses. 1 minute, excuse-moi. Je me fais régir. 1 minute. Moi, je pense que se cacher derrière un écran, ça facilite les choses.
pour plusieurs personnes maintenant. Pourquoi? Parce qu'on peut le regarder sur Internet. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui écrivent des obscénités à des gens qui n'auraient jamais eu cette force-là d'être face à cette personne-là et d'aller dire face à cette personne-là toutes les obscénités qu'ils écrivent derrière l'écran derrière lequel ils se cachent. Je pense que c'est un exercice de se pratiquer à parler en public devant les gens et devant une autre personne qu'on perd avec le temps. Et c'est quelque chose que je pense que les gens devraient continuer à pratiquer, l'oral, ce qu'on ne fait plus pratiquer envers une personne face à toi, d'être capable de s'exprimer verbalement. Je pense qu'on ne fait plus ce genre de choses-là. Et du fait que maintenant, l'ère des téléphones commence à prendre beaucoup de place, OK, et qu'on peut se cacher derrière ces écrans-là présentement, je pense qu'on devrait travailler un peu plus là-dessus. Jessica va dire de quoi, mais Alex, Ouais. je vois ça l'entendre parce que je vois sa tête. Mais vite, juste pour répondre à Keisha, en fait, je suis mitigée par rapport à ta réponse. Je comprends le fait que pour communiquer, il y a plusieurs moyens qui peuvent être mis en place. Je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, pour être en état de mettre ces moyens-là, il faut minimalement avoir une base. Donc, tu sais que tu es en état de communiquer, tu sais que tu n'es pas capable de parler verbalement. Donc, moi, mon moyen, c'est d'écrire ou de faire autre chose. Donc, tu as cette base-là. Mais si automatiquement, toi, ton seul moyen, c'est de dire que je vais te texter puis je règle tout par texte, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est trop, on rentre trop dans la facilité. Et donc, c'est sûr que la communication verbale face à face était la communication la plus efficace. Donc, c'est pour ça qu'on discute puis on voit les différents points, mais je peux comprendre un peu au niveau du texto, parce que moi, j'ai été très, très forte là-dessus aussi dans envoyer des textes pour dire, regarde, c'est pas le moment. On va se parler une autre fois, mais je peux comprendre aussi le besoin de devoir se parler de face à face et non par téléphone. Donc, c'est de savoir quelle communication qui est à prioriser selon le couple. Des fois, il y en a que c'est plus facile pour eux en message texte. Donc, c'est à voir. Donc, si on parle, la prochaine question, OK, qu'en pensez-vous? C'est sur la capsule de l'épisode 5, un sujet très fragile et un peu tabou dans la communauté, c'est la violence conjugale. Donc, la co-animatrice Jessica a nommé que le manque de repères, et la position de la femme dans la société de nos jours peut amener un homme à être violent psychologiquement et physiquement envers elle. Que pensez-vous de cela? Surtout, messieurs. On va commencer par vous. Wow. Ça tombe toujours sur moi, ces questions chaudes-là. Moi, je pense que, de par le positionnement de la femme, souvent, lorsqu'un homme devient violent, que ce soit physiquement ou verbalement, c'est parce qu'il y a un manque de parole. Il y a un manque de savoir qu'est-ce qu'il doit dire, comment il doit s'exprimer. Automatiquement, qu'on ne sait pas comment on doit s'exprimer, on vient à utiliser la violence ou utiliser une autre façon de faire. Pourquoi pas une autre manière de communiquer? Parce qu'on ne sait plus comment communiquer la chose. Maintenant, avec l'émancipation de la femme, où ce que la femme maintenant travaille, la femme a pris une plus grande partie. OK, ce qu'on aime aussi, que nos femmes prennent une plus grande partie. Mais maintenant, l'homme, souvent, a perdu la place, a perdu sa place. Est-ce qu'on est des hommes roses? Est-ce qu'on est des hommes qui sont comme un macho? Comment faire la part des choses avec ce genre de choses-là? Je pense que les hommes ont perdu ce point de repère-là. Moi, en voulant dire que le fait qu'on a perdu nos points de repère, ça fait que comme si on ne sait pas comment discuter, on a eu des modèles qui ont été souvent violents comme par nos parents, tu comprends? Donc, on est porté à répéter, reproduire ces mêmes patterns-là. Moi, j'ai souvent vu mes oncles avoir plusieurs femmes, parler fort avec leurs femmes. Donc, moi, de voir ça, pour moi, c'était normal, tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'ai peut-être reproduit ces modèles-là qui n'étaient pas nécessairement des bons modèles. Ou voir mon père qui ne discutait pas à la maison, qui était toujours fermé sur lui-même, voir ma mère qui, elle, prenait tout sur son dos et palliait à toutes les tâches parce que mon père ne discutait pas en dehors de la maison. Ben, tout ça a amené à peut-être la personne que moi j'étais. Mais moi, évoluer dans une place où j'ai pu discuter avec des gens comme vous, évoluer sur ma manière d'être, a fait que j'ai pu, moi, peut-être adopter une autre manière de faire, que ce soit avec ma femme, avec ma famille, et pouvoir évoluer à travers ça. Moi, je pense que c'est un peu ça. Mais moi, par rapport à ça, je crois que ça part avec l'homme dans le sens qu'il n'est pas bien avec lui-même.
Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, si tu n'es pas rempli d'amour, c'est dur en donner en retour. Et tant que tu ne prends pas la peine d'adresser ce qui te nuit, parce que des fois, on peut ne même pas savoir qu'on a quelque chose qui nous dérange. C'est enfoui dans ton subconscient, d'une certaine manière. Mais quand tu vois les choses venir dans ton visage, parce que des fois, ça explose. Des fois, tu as des petites pistes qui te disent hey, change telle chose dans ton comportement. Parce que quand ça va venir à la lumière, ça va éclater, tu ne vas pas aimer ça. Mieux vaut adresser ces choses-là, parce qu'on dit que, surtout en étant marié, par exemple, on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas deux personnes, vous êtes un. Mais si tu frappes ta femme, tu te frappes aussi, dans un sens. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu prends soin de toi, techniquement, tu vas prendre soin de tes enfants, ta femme et compagnie. Mais pourquoi? Je me dis, qu'est-ce qui pourrait amener à vouloir lever sa main sur une femme? Et quand tu réfléchis, il y a toujours quelque chose d'autre que tu aurais pu faire. Mais comme, par exemple, le manque de repères, le manque de communication. Par exemple, chérie, ça, en ce moment, ça ne va pas bien, je n'ai pas vraiment envie de parler. Est-ce qu'on peut... Tu dis rien, tu restes là, elle parle, bang, le coup part. Tu n'as pas parlé. Je donne ça comme exemple. Je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça. Mais ce que je réalise, c'est que souvent, quand tu parles avec les hommes qui, quand ils sont capables de s'ouvrir et donner des informations à pourquoi ils ont fait ça, le problème est toujours interne. Donc, les gens souffrent et ils souffrent. Et quelqu'un qui souffre ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un. Tu vas juste blesser les gens autour de toi. OK, mais parce que c'est une question qui est quand même lourde. Parce que oui. la violence conjugale, c'est comme... C'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Parce que qu'est-ce qui pousse un homme à devenir violent avec sa femme? Il y en a que c'est qu'ils n'ont pas le point de repère. Il y en a qui ont vu leurs parents faire ça, donc ils reproduisent ça avec leur femme. Mais il y a des gens aussi que c'est la perte de contrôle. Dans le sens où tu essaies de contrôler ta conjointe ou bien ta femme. Puis quand tu vois que tu n'as plus le contrôle nécessairement, tu viens utiliser la violence pour essayer de la contrôler, dans un sens. Mais c'est vraiment du cas par cas, parce que la question, elle est comme posée d'une façon que je ne sais pas si c'est dans une certaine situation spécifique ou si c'est en général. Parce qu'en général, on ne peut pas généraliser la violence conjugale parce qu'on ne connaît pas la relation de chacun et la vie de chacun. Mais j'ai pas vécu ça en tant que tel, mais par exemple, il y a une situation, je me souviens avec, par exemple, mon ex, où est-ce qu'elle m'avait frappé. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un de violent nécessairement, mais sur le coup, j'étais comme, ah, OK, c'est ça qu'on fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis pas quelqu'un de violent. Je suis pas quelqu'un de violent. Mais si tu me frappes, j'y ai vraiment pensé. J'ai dit, OK, non, comme là, ça y va, là. Mais parce que je suis pas quelqu'un de violent, je me connais. C'est sûr, c'était peut-être physique à un certain point, mais j'en suis pas venu nécessairement à lever la main sur elle. Mais il y a des gens que, dans une situation comme la même situation, ils l'auraient bastonné. Ah ouais. Tu comprends? Donc, je trouve que c'est vraiment comme particulier comme question parce que on peut pas généraliser la violence conjugale. Mais généralement, regarde, j'essaie de généraliser, mais on peut pas faire de généralisation par rapport à la violence conjugale. Mais j'ai juste l'impression que parfois, c'est vraiment une perte de contrôle, que ce soit du côté émotionnel ou envers la personne, tout simplement. Donc, moi, c'est mon avis, là. Je vais juste rajouter à ce que Alex et Andrew ont dit. Moi, je vais encore vraiment au niveau du repère parce que, il y a cette forme d'insécurité-là. Moi, si je pense que l'homme va vers la violence, il y a une forme d'insécurité. Oui, effectivement, c'est du cas par cas. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, c'est ça. L'insécurité provoque ça. Et l'homme veut aller vers... C'est une forme de domination. On nomme que la femme, justement, elle prend en plus de place dans la société. Donc, je pense que peut-être que c'est sa façon de démontrer. Puis, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais des fois, c'est la façon à l'homme de démontrer que je suis encore l'homme ici. Donc, moi, ma façon, c'est de frapper, justement. Mais je ne suis pas d'accord, mais il y a peut-être cette pensée-là qui est derrière ça. Moi, je pense que la boîte à outils des hommes,
il manque d'outils dedans. Je pense qu'on doit aller faire beaucoup plus de recherche chez les hommes. Et il faut aussi, on parlait de fragilité, on parlait il faut être capable d'aller chercher de l'aide quand on a besoin d'aide. Et ça, dans notre communauté, c'est pas quelque chose qui est prôné. Aller voir un psychologue, s'asseoir, aller parler avec quelqu'un qui est neutre, qui est capable de nous écouter, qui est capable de parfaire notre boîte à outils pour pouvoir être mieux capable d'être outillé, pour pouvoir parler, pouvoir communiquer, pour pouvoir interagir, pour être capable de voir lorsque la violence va rentrer en compte, ben de s'éloigner de cette violence-là, de comment faire. Mais nous, dans notre communauté, on ne parle pas ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que aller voir un psychologue, c'est pour les fous. Aller voir un psychologue, c'est pour les gens qui sont dingues, pas bien dans tête ou aller voir un psychologue. Mais pourtant, c'est pas parce que tu n'es pas bien dans ta tête, c'est parce que tu es à la recherche d'une solution. Voilà, et c'est bien pour tout le monde. Et pourquoi je suis d'accord, c'est que en manquant de repères, tu as parlé de boîte à outils. Qui tu vas voir quand tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as des personnes stables, ancrées, que tu les vois agir avec leur famille, avec leurs femmes, puis tu dis, waouh, ou tu vas voir tes partenaires, tes amis, mais oui, tu as bien fait, tu as manqué de respect, non. Tu comprends? Et on a tout, quand je dis, en fréquentant les quartiers, le monde ne veut pas. À un moment donné, on faisait une blague quand j'étais plus jeune. On disait, nous, quand on était au primaire, on ne faisait jamais de dessin pour la fête des pères. C'est tout juste la fête des mères qui existait. Où est ton papa? Où est le père, que ce soit un père spirituel, un père physique, qui est là pour te dire, champion, qu'est-ce que tu fais? Surveille tes pas. Quelle sorte d'homme Surveille tes pas. Et tant que tu n'auras pas ça, tant qu'il n'y a personne pour te challenger, pour te remettre à ta place, moi j'ai plusieurs repères. J'ai plusieurs mentors dans ma vie. Et ils ne me disent pas toujours ce que j'ai besoin d'entendre. Des fois, ils me brassent. Tu vas pleurer, tu vas être mis en position que tu dois travailler sur toi. Et il n'y a rien de plus difficile pour un homme de devoir faire face à des choses qu'il ne savait même pas qu'il y avait. Ou, par exemple, qui vont te forcer à devoir grandir. Parce que grandir, ça fait mal. Exact. Ça fait mal. Et des fois, tu as peur de faire face à ces choses-là. Tu as peur d'adresser la situation. Donc, c'est plus facile de donner, excusez-moi le créole, de donner la soufflette. C'est plus facile, de claquer que de chérie, ça va pas bien, mon ami est décédé, je suis stressé, j'essaie d'être un bon père, être pour toi, être un bon mari, être un père pour ma fille, pour notre fille, mais j'ai de la difficulté, je ne sais pas c'est quoi un homme. Exactement. Et voilà pourquoi je reviens à ce que tu as dit. Qui sont tes repères? Quand tu es là, je prends un exemple, après je finis avec ça. Si tu es un marin, tu navigues, il fait noir, il est où ton phare? Pour te dire que la rive approche, il est où ton phare? Ou tu fais juste te promener et tu vas frapper un iceberg? Parce qu'il y a tout le monde a des icebergs, mais où est ton phare? Exactement. Merci. Je sais que c'est un sujet quand même sensible, peut-être tabou, mais moi, ce que je pense, parce que je dois toujours mettre mon petit grain de sel, c'est qu'aussi, ça part de l'éducation. C'est dès le début, dès tout petit, comme qu'on parlait de repères, c'est que même si que le père n'est pas nécessairement présent, mais au moins d'essayer d'avoir un modèle masculin qui va être capable d'expliquer comment être un homme. Parce que présentement, les hommes de nos jours, 2019, ne savent pas comment être un homme. Ils savent comment être des garçons, ils savent comment s'amuser, être des jeunes adultes. Mais l'homme avec le grand H, c'est celui qui respecte la femme, celui qui est capable d'avoir un contrôle que même si sa femme l'énerve, il ne va pas la donner une gifle, que même au niveau sexuel, il est capable de contrôler avec qui qu'il fait ou pas. C'est qu'il manque des choses. Puis vous savez, de ce temps-ci dans la communauté, il y a eu beaucoup de décès, hein? Il y a eu des suicides. Et là, il y a eu un homme qui s'est suicidé. Puis, on se questionne beaucoup à savoir quelles ressources que vous avez. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cet homme-là n'a pas pu aller trouver de l'aide ou aller parler à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est important des fois qu'on parle des petits sujets comme ça pour que les hommes puissent savoir que il y a des façons. C'est ça, vous n'êtes pas tout seul, puis il y a des façons d'agir. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est le double standard de justement un gars qui couche avec plusieurs filles, c'est valorisé, puis quand c'est une femme... Dans les deux cas, parce que ça, c'est quoi l'affaire? Les gars, on est... OK, je ne vais pas généraliser, mais il y a certains gars qui sont machos, en voulant dire,
Moi, parce que l'homme, c'était toujours comme ça. Oh oui, l'homme il est capable d'avoir plusieurs femmes, mais la femme ne peut pas avoir nécessairement plusieurs gars. Si moi je trompe ma blonde, c'est correct, mais si elle me trompe, c'est fini. Mais j'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Mais bref. Mais ce que j'aimerais rapporter sur la dépendance affective, il a utilisé le mot béquille. Et c'est très important parce que tu es blessé. Tu n'as pas été chercher les pansements, le polysporin, tu n'as pas fait la chirurgie. Tu n'as pas mis l'alcool, tu as mis la béquille. Pendant que tu mets la béquille, ton muscle ne se renforce pas. Donc quand tu retires la béquille, ton pied est toujours pas bon, tu as encore besoin d'appuyer, alors tu vas continuer à boiter. Mais quand tu renforces, tu prends le temps de guérir, tu n'as pas besoin de la béquille. Parce qu'une béquille, c'est une aide. Et si à la base, tu n'es pas capable de te sentir complet tout seul, même quand la personne va rentrer dans ta vie, tu vas quand même te sentir seul. Mais j'ai 4 enfants, mais on dirait, je pensais qu'ils allaient me donner de l'amour, et je me sens encore seul. Je suis marié, ça fait 20 ans, je me sens encore seul. J'ai tous les diplômes du monde, je me sens encore seul. C'est parce que, comme tu as dit, cette introspection-là, elle est nécessaire. Et tant que tu ne la feras pas, tant que tu ne seras pas à l'aise avec toi-même, la bonne personne pourra venir dans ta vie. En réalité, non seulement tu vas la manquer, ou tu peux la gaspiller. Tu comprends? Allez, Moi, j'ai presque rien à dire avec tout ça, là, parce que c'est lourd. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que on a peur de vivre avec soi-même. Et moi, pour avoir vécu en appartement, pour avoir vécu 5 ans tout seul, des fois, c'est quand j'étais tout seul avec moi-même, c'est là où je trouvais ça plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est là où tu dois prendre le temps de te regarder toi en tant que personne, de vivre avec toi en tant que personne et de voir comment toi-même est dégueulasse. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que des fois, c'est ça. C'est vrai. Tu peux te regarder en tant que personne et de te regarder quand tu prends le temps de te regarder dans un miroir et tu te dis, quête, je suis pas capable de vivre avec moi-même. Mais si toi, tu n'es pas capable de vivre avec toi-même, qui va être capable de vivre avec toi? Hey, preach! Écoute, mesdames, c'est pas parce que je voulais pas vous poser la question, mais on a eu la semaine passée, on avait eu Rachel qui était venue parler de tout ça. Et je trouvais que c'était important qu'on puisse dire que oui, il y a des hommes qui vivent la dépendance affective, que c'est pas seulement les femmes. Écoutez, merci. On vient de terminer la première partie de la finale. Wouh! Fait qu'on va faire la deuxième partie, ça va être très chaud parce que ça va être avec les commentaires du public, les gens qui nous ont laissé des commentaires, puis on va débattre là-dessus parce qu'il y en a qui sont vraiment drôles, puis qu'on se questionne. Faut en parler, donc merci beaucoup, puis à la deuxième partie. Bye, bonne soirée.